Alors, correction, c'est encore moi les secondes H. Correction cette fois, des exercices que vous venez de faire aujourd'hui. Donc il y a le 24, page 181, je commence par celui-là. Et après je ferai l'autre, le 22, page 163. Donc le 24, page 181, ça va être un peu compliqué de voir le haut de l'exercice, mais enfin vous l'avez le livre de toute façon, alors il faut que je déplace ça comme ça. Un plein, mais là ça va bouger. Donc vous avez Saturne, qui a une masse qui est donnée, et Saturne possède deux satellites notamment. Ils ne sont pas à la même distance de Saturne, Titan et Rhea, les deux satellites, mais ils n'ont pas la même masse. Donc on peut se poser la question, c'est l'idée, sur quel satellite Saturne exerce-t-elle la plus forte attraction gravitationnelle? Donc voilà l'idée de l'exercice. On peut essayer de répondre directement. Je vais détailler la correction en répondant à l'énoncé détaillé. Évidemment, si vous avez réussi à le faire directement, c'est possible aussi. Donc la première question, c'était de trouver l'expression de la force d'interaction gravitationnelle exercée par Saturne sur un de ses satellites. Donc c'est toujours la même formule. Là voilà. On indique donc force de Saturne sur le satellite, c'est égal à grand G. Grand G, la constante de gravitation universelle, fois la masse du satellite, fois la masse de Saturne, divisé par la distance entre Saturne et le satellite au carré. Donc d'habitude, souvent, on fait une abréviation, on garde que la première lettre. Mais comme là, il y a Saturne et satellite, les deux commencent par un S, ça peut mener à confusion. Donc j'ai écrit satellite en entier. Deuxième question. La deuxième question, il faut calculer la valeur de cette force pour Rhea, puis pour Titan, avec les données de l'exercice. Donc on remplace par les valeurs, sans se tromper, en s'appliquant, et on calcule bien avec la calculette. Donc 6,67 x 10-11 pour G, 2,31 x 10 puissance 21, c'est la masse du satellite qui correspond à Rhea. Je vérifie vite fait pendant que j'y suis. La masse, oui c'est bien ça. Fois 5,28 x 10 puissance 26, la masse de Saturne. Et toujours le même piège, la distance en bas qui était donnée, la distance la plus courte, attention, elle était donnée en kilomètres. Donc il faut faire 5,27 x 10 puissance 5, c'est la distance en kilomètres. On multiplie par 10 puissance 3 pour avoir la distance en mètres, ce qui correspond à 10 puissance 8. Et on met au carré. On n'oublie pas la parenthèse, pour que le carré ne prenne pas en compte que la puissance de 10, mais l'ensemble de ce qu'on a écrit au dénominateur. Et voilà votre résultat, 2,93 x 10 puissance 20 newtons. On fait de même pour Titan. Je ne vais pas tout redétailler, c'est la même chose. Il y a toujours le même piège avec les kilomètres. Et on obtient cette fois 3,36 x 10 puissance 21. Donc pour conclure l'exercice, on voit que 3,36 x 10 puissance 21 c'est plus grand que 2,93 x 10 puissance 20. On en déduit que la force qui s'exerce sur Titan est plus grande que la force qui s'exerce sur Rhea. Voilà pour cet exercice. On passe à l'autre qui était page 163. Page 163, c'était sur les radars. Oups. Un peu bougé le truc, c'est pas grave. Donc voilà, les radars fixes, embarqués ou les radars tronçons. Si je résume un peu les documents, on nous explique qu'il y a les radars tronçons qui mesurent la vitesse entre deux points séparés d'une certaine distance, alors que le radar fixe et embarqué contrôle la vitesse sur une seule position. Et puis on a un document qui montre l'évolution de la vitesse d'un véhicule entre deux points, donc de 14h25 50 secondes à 14h28 minutes 50 secondes, et on voit l'évolution de sa vitesse. Première question, quel radar parmi ceux cités dans le document A mesure une valeur de vitesse moyenne? Et quel est celui qui mesure une valeur de vitesse en une position? Et bien la vitesse moyenne, c'est quand on prend la distance qu'il y a entre deux points, le temps mis pour faire cette distance entre les deux points, on divise les deux, et ça fait la vitesse moyenne. Il s'agit donc du radar tronçon qui fait ça. J'ai pas rédigé parce que ça rentrait pas sur la feuille sinon. Donc la vitesse moyenne,
elle est mesurée par le radar tronçon puisqu'il utilise 2 points séparés, mesure le temps entre les deux que met le véhicule pour parcourir cette distance et on déduit la vitesse. Alors que la vitesse en une position, ça va plus correspondre au radar fixe ou au radar embarqué qui, à un instant précis, va évaluer immédiatement la vitesse du véhicule. La méthode, on pourra en reparler, c'est basé sur l'effet Doppler, mais là, c'est pas le sujet de l'exercice. Voilà pour la question 1A. Petit b, dans quel référentiel ces valeurs de vitesse sont-elles mesurées? Donc évidemment, une voiture se déplace sur la surface de la Terre. Donc ce qui nous intéresse, c'est sa vitesse par rapport à la surface de la Terre. Et ce référentiel-là, c'est le référentiel qu'on appelle terrestre. C'est-à-dire, on considère, dans le référentiel terrestre, voilà, la réponse B, que on ne tient pas compte du fait que la Terre tourne autour du Soleil, que la Terre a un mouvement de rotation sur elle-même. On considère que la surface de la Terre est immobile et on regarde le mouvement de l'objet par rapport à la surface de la Terre. Petit 2. Calculer la valeur de la vitesse moyenne de l'automobiliste sur le tronçon concerné. Alors, c'est la formule de la vitesse que vous connaissez depuis un moment normalement. Donc, la vitesse, c'est la distance divisée par une durée. Il était indiqué dans le document que c'était 6 km. C'est marqué ici, là, juste au-dessus du graphique. Donc 6 km pour la distance. Entre 14h25 et 14h28, ça fait 3 minutes. Donc il a fait 6 km en 3 minutes. Pour avoir des unités un peu plus cohérentes, on peut déjà répondre en mètres par seconde. Donc je mets les kilomètres en mètres, ça fait 6000. Et je mets les minutes en secondes, 3 fois 60. Et en faisant le calcul, on obtient 33,3 mètres par seconde. On pouvait éventuellement directement répondre en km/h en mettant les minutes en heures. Pour mettre les minutes en heures, il fallait diviser par 63. Donc on pouvait faire 6 divisé par 3, lui-même divisé par 60, et on obtenait directement la réponse en km/h. Sinon, il est intéressant aussi de savoir que quand on a une vitesse en mètres par seconde, il suffit de la multiplier par 3,6 pour obtenir la vitesse en km/h. Donc on multiplie par 3,6 pour obtenir les km/h. Pourquoi on multiplie par 3,6 ? Parce que il y a 3600 secondes dans une heure et il y a 1000 mètres dans un kilomètre. Donc 3600 divisé par 1000, ça fait 3,6. Et on obtient alors une vitesse de 120 km/h pour la vitesse moyenne. Dernière question. Sachant que l'automobiliste roule sur une autoroute par temps sec, est-il verbalisable ? Alors pourquoi par temps sec ? Parce que vous le savez probablement, c'est que lorsque il pleut, la vitesse limite sur l'autoroute c'est 110 km/h, alors que c'est 130 km/h par temps sec. Donc sans trop rédiger, parce que j'ai plus beaucoup de place sur la feuille, parce que après, vous l'avez remarqué, je scanne pour que ce soit visible sur Pronote. Donc est-ce qu'il est verbalisable avec le radar tronçon ? Eh bien non, puisqu'on obtient 120 km/h, alors que la vitesse limite c'est 130. Ensuite, est-ce qu'il peut être verbalisable avec un autre radar ? Eh bien oui, car on observe sur le graphique une vitesse maximale de 140 km/h. Enfin 140 km/h. En effet, au niveau du pic ici, là, je vais y arriver, je regarde à travers l'appareil, c'est pas facile, voilà. Au niveau du pic ici, on est à 140 km/h. Donc s'il y a un radar embarqué ou fixe au bord de la route à cet endroit-là, eh ben, il peut être verbalisable puisqu'il était au-dessus de 130 km/h. Voilà, je ne sais pas si j'ai été bien clair. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez que je précise quelque chose. À une prochaine.